Précédemment, dans la ville en jaune, nos investigateurs partent enquêter. Lors de leur recherche, ils ont découvert un journal parlant d'explosifs dans un appartement et en le fouillant, ils ont trouvé que le lieu appartenait à un certain Paul Golb, qui, selon la concierge, possède une tache de vin sur le côté droit du visage. Exactement comme ce mystérieux Hans qui les suit un peu partout depuis le début de l'enquête. Elisabeth et Reynald ont décidé de retourner à l'asile pour récupérer le dossier de Jules, qui a été emmené contre son gré par la police. Mais sur les lieux, le commissaire est déjà là. Ils entendent une discussion, comme quoi Paul Golb aurait recruté le médecin qui les a agressés un peu plus tôt dans la matinée. Quant à Jules, Martha et Georges, ils sont partis à la bibliothèque, enquêter sur Charles Bonjean. Un document est ressorti du lot, mais ils se sont empressés d'aller à l'adresse retrouvée dans l'appartement d'Ambrosius que Martha, Reynald et Georges ont cambriolé. Cependant, sur place, alors que Jules a forcé la serrure et que Georges est resté en retrait, la porte s'est refermée sur eux, laissant Martha et Jules dans le noir le plus total. Elisabeth et Reynald, vous suivez le commissaire qui, après une longue marche dans les couloirs, vous conduit à l'infirmerie de l'asile. Vous entrez. Plusieurs lits sont alignés sur les côtés. 2 patients sont sous les couvertures et une infirmière circule de temps en temps entre chaque lit. Mais vous ne restez pas longtemps dans cette pièce, car le commissaire vous emmène au fond, devant une porte. Il a le regard grave depuis tout à l'heure et ne dit pas un mot. On l'a retrouvé dans un couloir et il était inconscient. Il ouvre la porte. Devant vous, une toute petite pièce avec un lit sur le côté. Et à l'intérieur, sur le lit, en train de dormir sous une fine couette, Georges, le front plein de bandages. Je suis choquée et j'ai un moment d'arrêt. Je comprends votre réaction, mais ne vous inquiétez pas. Il va bien. Mais c'est Georges. Oui, en effet, c'est Georges. C'est comme ça que j'ai su que vous étiez venu ce matin. Je me doute qu'il n'est pas venu tout seul et la description correspondait aux personnes de votre équipe. Quoi ? Eh bien, en interrogeant le personnel d'ici, on m'a informé qu'il était arrivé avec un homme et une femme sous prétexte que l'université les avait autorisés à venir. Je me suis douté que c'était Reynald et Martha. Là, je dois dire que vous faites des conclusions peut-être un peu hâtives, monsieur le commissaire, mais... Quel rapport ? Enfin... Là, donc depuis ce matin, il est venu ici... Pendant la cohue de ce matin, le coup de feu aurait fait peur à énormément de patients. Il a dû se faire agresser par l'un d'eux dans le couloir. Il était seul quand les infirmières l'ont retrouvé. Je m'approche de son lit et ils lui ont administré quelque chose et j'essaye de récupérer un dossier... Il y a bien un petit dossier au pied de son lit. On lui a administré un anesthésiant pour lui recoudre le front, ainsi qu'une plaie au niveau de son torse. C'est expliqué qu'en tout, sur le front, il lui aura fallu 5 points de suture. Je ne pensais pas que Jules serait quelqu'un qui abandonne ses camarades à son profit. Vous l'avez laissé là. Je lui avais dit qu'à un moment, il allait franchir une ligne. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ici ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faisait tout seul dans un des couloirs de l'asile ? On vous l'a dit, on est venu ici pour Jules. Notre but était de le faire sortir d'ici. Parce que je ne comprends pas, ici c'est pas vraiment un hôpital, nous sommes dans un asile. Et d'ailleurs, Georges est également mon patient, donc je suis son médecin. Je signerai la décharge qu'il faut. J'irai voir la secrétaire en question ou autre médecin. D'ailleurs, en parlant de médecin, où est son médecin ? Pour le moment, seule une infirmière est venue lui administrer un calmant et lui faire les premiers soins. Sa santé n'est plus en danger. Par contre, en dormant, on m'a rapporté qu'il semblait être perturbé. Il répétait souvent qu'il ne voulait pas voir ce signe nimbé de jaune. Ça vous dit quelque chose ? Je fronce les sourcils et je répète juste un signe jaune. Ça devrait me parler ? Ça vous parle, à vous, monsieur le commissaire ? Non. Pendant tout ce temps, je reste bloqué sur Georges parce que je suis persuadé de l'avoir vu il y a 1 heure avec moi. Enfin, même pas 1 heure, le temps juste de faire le trajet jusqu'à l'hôpital psychiatrique et du coup, je reste bloqué. Enfin, moi, je suis dans un monde parallèle. Du coup, je reste bloqué à regarder Georges comme ça. Et en même temps, je tourne le dos au commissaire pour éviter de faire genre que je suis pas là, mais... Tu observes un peu Georges sur son lit. Quelques gouttes de sueur perlent sur son front et tu remarques aussi que ses lèvres bougent de manière très discrète. Tu aurais l'impression qu'il prononce les mots Martha et parfois Jules. Puis quelque chose attire ton regard. À la base de son cou, tu aperçois des bandages. Du coup, je me rapproche discrètement et je m'approche pour essayer de regarder sous le veston si c'est genre grave ou... Tu t'avances pour regarder d'un peu plus près et la moitié de son flanc gauche est entourée dans plusieurs bandes de tissu tachées d'un peu de sang. Il a aussi une blessure sur le flanc gauche, une entaille si on peut appeler ça comme ça. Elles ont stoppé l'hémorragie mais ça lui laissera une cicatrice. Et Elisabeth, tu
Le pas regarder? Oui, bien sûr. Et donc je me rapproche de Georges. Je continue quand même à questionner les commissaires. Il a l'air d'en savoir quand même pas mal sur la situation. Donc je lui demande, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé ici? Un des employés aurait agressé un des visiteurs. Une jeune femme venue avec 2 hommes rendre visite à un certain Léo Schnoug. Elle lui aurait laissé la carte de votre cabinet. Je ne vous cache pas que, concernant ces visiteurs, j'ai reçu une description qui correspond énormément à chacun de vous, Reynald. De plus, ces personnes auraient été voir le directeur Monsieur Franc pour essayer de faire sortir un patient de l'asile. Mais il ne les a jamais vus. Quant à l'employé à qui on doit tout ce raffut, il s'est donné la mort avant de pouvoir être interrogé. Mais c'est terrible. Qui est-il? Pourquoi cet acte? L'affaire est en cours pour le moment, mais nous ne trouvons rien sur son passé. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais comment est-ce possible avec toute l'administration, tout ce qu'on remplit? Normalement, tout devrait être tracé. Et puis, ce n'est pas n'importe qui peut travailler à l'asile. Il a dû utiliser de faux papiers. Sous l'identité de Charles Udrich, tout était en ordre, et il aurait fallu mener une enquête judicieuse pour voir que cette personne mentait. En tout cas, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir retourner à l'enquête. Georges pourra sortir quand il se réveillera et si les médecins lui donnent leur accord. Merci, monsieur le commissaire. Surtout, faites attention à vous. Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment dans la ville, mais j'ai un mauvais pressentiment. Oui, prenez soin de vous également. Le commissaire ferme la porte, vous laissant seul avec votre ami. Je soulève le pansement pour voir déjà si le travail était bien fait. Tu soulèves délicatement le bandage, mais tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Sur le corps, plusieurs entailles forment le signe que vous observez partout dans la ville, mais celui-ci n'est pas exactement pareil. Dans la partie sphérique du centre, de légères entailles forment divers signes qui suivent la courbe du cercle. Cela te rappellerait des livres sur les médecines ésotériques, comme le vaudou. Et dans ce tracé, sur le corps de Georges, tu aurais l'impression de voir ici la pratique d'un culte. Pendant ce temps, on retourne dans ce petit appartement sombre. La porte vient de se fermer devant toi, Martha. Georges, qu'est-ce que tu fais, Georges? Aucune réponse. Mais sous le pas de la porte, vous apercevez du mouvement dans les faibles rayons de lumière. Je tape à la porte et je fais Georges, tu fais quoi là? La seule réponse que tu entends, c'est un bruit mécanique. Quelqu'un est en train de charger un revolver. Je me pousse de la porte. Tu recules un peu, mais tu aperçois quelque chose d'autre. Sur le sol, là où l'ombre bouge, tu peux apercevoir comme un liquide visqueux se répandre sous la petite ouverture à tes pieds. Vous regardez de panique un peu partout autour de vous, et vos yeux s'étant faiblement habitués à la lumière, vous repérez une seconde pièce au fond, derrière les caisses. On comprend ce que c'est? J'essaie de sentir l'odeur. Tu te rapproches rapidement de Martha pour te placer devant elle. Cela te rappelle de mauvais souvenirs à l'asile. Tu sens une forte odeur d'acrylique. J'essaie de longer les murs, essayer de trouver soit quelque chose, un objet, une porte, un truc. Tu commences à fouiller pendant que Martha part en direction de cette seconde pièce. À l'intérieur, Martha, tu repères une vieille lampe à huile ainsi qu'une petite fenêtre barrée de plusieurs planches. Jules, quant à toi, tu soulèves quelques caisses en t'enfonçant dans l'obscurité à la recherche de n'importe quoi qui pourrait te servir. Mais alors que tu t'es un peu enfoncé et que tu écartes les caisses d'explosifs, la porte derrière vous s'ouvre et vous apercevez rapidement un rayon de lumière suivi de bruits de pas. Et en quelques secondes, la porte se referme. Jules, c'est Georges. Il y avait quelque chose de bizarre devant. Je réponds pas. Moi je m'accroupis. Avec le son de sa voix, j'essaye de passer par les caisses. Mon but ce serait de faire le tour pour retourner jusqu'à la porte. Martha, tu pars te cacher en récupérant la lampe à huile avec toi. Tu te places derrière tous les encombrements pour essayer de contourner Georges. Jules, quant à toi, tu te retournes et tu aperçois la silhouette de cet homme. Il pointe son bras vers toi et tu repères l'arme entre ses mains. Tu paniques, mais tu ne saurais pas dire si c'est à cause de la situation ou du visage de l'homme en face de toi. La moitié gauche ressemble vaguement à celui de Georges, mais il tombe petit à petit en morceaux, s'écrasant au sol en une flaque visqueuse. Tandis que l'autre moitié est celle de notre homme que tu ne connais pas, une grosse tache de vin sur le côté. Martha, tu vois toute la scène. Tu es maintenant derrière la personne.
On aurait dû aller voir Charles Bonjean. Lorsque vous entendez sa voix, vous marquez une pause. Ce n'est plus la voix de Georges. Mais comment une voix peut-elle changer en si peu de temps ? J'imagine il y a un tas de caisses, pousse une caisse, mais même si ça le distrait, tu vois, c'est... Tu pousses des caisses. Jules, tu en profites pour essayer de te mettre à couvert. Mais l'homme tire directement. Durant une fraction de seconde, la pièce s'illumine d'un grand flash blanc, puis retour à l'obscurité. Jules, ton épaule te fait souffrir le martyre. Tu es au sol, et quand tu la touches, tes mains deviennent visqueuses. Tu as été touché. Je mets un coup de lampe par la gueule, quoi. Tu t'avances pour le frapper, mais d'un revers de main, il tente de t'atteindre avec son arme. Heureusement pour toi, il touche la lampe qui part se briser un peu plus loin. Tout se bouscule dans ta tête, Martha. Derrière cet homme, la porte qui te permettrait de t'échapper d'ici. Et sur ta droite, Jules, tu l'entends gémir. Il a dû se passer quelque chose. Moi, je crie, sors de là! Non, je t'abandonnerai pas, Jules. Et je décide de lui sauter dessus pour lui faire lâcher son arme. Tu lui sautes dessus, tendant tes mains vers son arme, mais il essaye de la garder le plus loin possible de toi pour que tes mains n'arrivent pas à s'en saisir. Jules, devant toi, tu vois Martha qui essaye tant bien que mal de faire son possible pour le désarmer, quand soudain, un coup de feu retentit. La pièce s'illumine de nouveau et une balle se loge dans un des murs du bâtiment. Pendant ce temps, à l'asile, Je prends Georges et je le secoue de toutes mes forces pour essayer de le réveiller. J'essaye de retenir. Mais Reynald, arrête, tu vas rouvrir sa blessure, ça va lui faire plus de mal. tu le secoues à plusieurs reprises et tu peux voir que ses yeux s'ouvrent à peine. Je suis où là? Et Jules, il va bien? Attends, j'essaie de me relever. Ton corps te foudroie instantanément de douleur. Tu as mal à la tête et tu manques de t'évanouir, mais ce qui te fait encore plus mal, c'est ton flanc droit. C'est comme s'il te brûlait de l'intérieur. Par réflexe, je le rallonge et je lui fais non, pas trop. Tu étais salement amoché. Je pensais pas te retrouver ici. Comment ça? On est où là? Et je fais quoi ici? De quoi tu te souviens? Je sais plus. C'est flou. Je me rappelle que Jules, il m'avait demandé d'aller chercher de l'aide. Il y avait un problème aussi avec ce médecin là, Charles. Et je courais dans le couloir et d'un coup j'ai eu super mal à la tête. Mais c'est flou. Je crois que j'ai entendu 2 personnes qui parlaient. Il y en a une avait un accent allemand, je crois. Et l'autre, je sais pas. Je sais juste que ça puait. Il vient pas être dans le cabinet d'Elisabeth juste après. La dernière chose dont je me rappelle, c'est qu'on était ici avec toi. Il y avait Martha et on avait retrouvé Jules. Là, moi, je deviens livide. Je fais un miroir. Vraiment, Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je regarde Elisabeth pour essayer, je fais des grands yeux pour essayer de comprendre si on a bien vu Georges ensemble dans son cabinet, quoi. Je suis comme toi, Réna. Je suis un peu confuse. Assis-toi, regarde, il y a une chaise juste derrière. Prends le temps, assis-toi, respire. C'est important. Et donc, je rappuie bien en même temps sur l'épaule de Georges pour être sûr qu'il soit bien allongé. A priori, Georges, tu as été blessé et je ressoulève le pansement et je sors mon petit carnet histoire de gribouiller un peu le... Putain. Non, bouge pas, Georges, il faut que j'examine. Et je sors un stylo pour essayer de renoter dans le carnet un peu ce que je vois avant que ça puisse être cicatrisé ou réabîmé par la suite. Pour en garder une trace en tout cas. C'est quoi ce que j'ai sur le corps là? Je sais pas, Georges, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est quand même étrange de te retrouver à l'asile. Je pense qu'on manque un peu de temps, mais il va falloir qu'on sorte d'ici. Est-ce que tu te sens en mesure déjà de t'asseoir? Je peux essayer. La douleur est telle que tu as vraiment beaucoup de mal. Non, mais il faut vraiment qu'on parte, Georges. On peut pas te laisser là et il faut qu'on parte. Moi, je me relève d'un bond, prêt à le prendre sous le bras pour l'emmener avec moi. Alors, le déplacer aussi vite, je pense qu'il faudra le prendre avec nous. Et comment ils vont les autres? Martha, elle va bien? Non. Non. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais Georges, t'es avec eux, pas avec nous. Quoi? T'es parti avec eux, pas avec nous. Hein? Mais, enfin, je suis avec vous là. Je comprends rien. Oui, bah moi non plus. Je suis ici là avec vous. Non. Ah oui, mais non. Qu'est-ce qu'il raconte, Elisabeth? Je pense qu'on est tous confus. J'en perds un peu mes mots également. Je fais, mais Georges,
tu as toujours ce bracelet, tu sais, cette breloque qu'on avait achetée sur une enquête, qu'on avait trouvé sympa lors d'un marché, et on avait fait une pause qui nous avait coûté un peu de temps malheureusement, et on avait perdu quelques indices à cause de ça. Tu l'as toujours ce bracelet, et je lui montre moi mon poignet pour montrer le bracelet dont je parle et qui devrait avoir aussi avec lui. Georges, tu sors le bras de sous la couette et à ton poignet, le bracelet dont Elisabeth a fait mention. Enfin, si Jules n'avait pas autant traîné avec des artisans, on n'aurait pas eu le temps de faire des emplettes. C'est pas que notre faute, quoi. Tout d'un coup, je me sens soulagée. Je soupire et ça se voit à mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur, les gars, là. Mais du coup, tu confirmes, Elisabeth, que là, c'est le vrai Georges. Hein? De quoi, le vrai? Donc le faux Georges est avec Jules et Martha. On a en effet un problème. Faut partir, là. Non, mais là, faut partir. Quelque chose vous coupe dans votre discussion. Un bruit. La porte derrière vous s'ouvre et entre alors une aide-soignante qui pousse un petit chariot sur lequel sont rangés et empilés plusieurs boîtes de petits médicaments. Pas question de le faire sortir d'ici avant que j'ai fini les premiers soins. Cet homme a besoin de repos. Alors, d'accord, et déjà, vous êtes qui, vous? Je suis son aide-soignante attitrée. Et vous êtes qui? Oui, et moi, je suis son médecin. Alors, je pense qu'on va avoir une conversation toutes les deux. Je me tourne vers Reynald et je lui fais « Fais-le sortir. » Et on se rejoint à la voiture. Ce pauvre homme a été scarifié et a vécu quelque chose de traumatisant. Je pense que la meilleure place possible pour lui, c'est ici en ce moment même. Allez-y, bien sûr. Laissez-moi juger par moi-même. Je suis médecin. Et je la pousse vers la sortie pour laisser Georges et Reynald. Non mais attendez, j'ai ces médicaments, attendez. Ah mais vous vous prenez pour qui? Ça va pas se passer comme ça. Je vais aller me plaindre au directeur. Eh ben, très bien, je vous suis de ce pas. J'espère que vous êtes prête à répondre à mes questions, parce que là, c'est inadmissible. Et c'est quoi, tout ce désordre? Vous appelez ça un asile? Et vous m'indiquez que c'est ici le meilleur endroit? J'ai pas l'impression. Vous faites pas forcément bien votre travail et je suis pas contente. Tu t'enfonces dans l'asile. La conversation est très tendue avec cette aide-soignante, constamment à vous envoyer des reproches et chacune à mettre la faute sur l'autre, jusqu'à ce que tu observes un long couloir avec une porte, sur laquelle un écriteau indique que derrière se trouve le bureau de Monsieur Franc, le directeur. Et puis, maintenant que tu es parti et qu'il n'entend plus ta voix, Elisabeth, on peut voir Reynald passer la tête entre l'entrebâillement de la porte. C'est de prendre Georges, je sais pas s'il peut tenir debout, j'essaie de prendre Georges et de le supporter de mon poids son poids le plus possible. Mais vraiment, je le porte de toutes mes forces, il touche même pas le sol. Enfin, je sais pas si j'ai cette force ou quoi, mais il a vraiment juste les pieds qui traînent par terre. Tu commences à soutenir Georges. Il tient à peine sur ses jambes, mais en le maintenant bien, vous arrivez à avancer. Dans le couloir, tu entends de nouveau Elisabeth au loin qui s'indigne de la qualité de l'asile. Tu croises quelques médecins, mais ils ne prêtent guère attention à toi, jusqu'à ce que tu arrives à l'accueil. Tu es sur le point de passer le pas de la porte, quand tu entends une voix derrière toi. Reynald? Oui? Vous êtes sûr que Georges est apte à partir d'ici? Le médecin m'a donné l'accord, hein. On peut y aller. Oui, ça va, je me sens mieux. Je vais vous aider. Le commissaire prend un des bras de Georges et t'aide à le soulever. Vous vous dirigez vers ta voiture, et tu vois sur le visage de l'homme qui t'aide qu'il n'est pas serein. Et sinon, vous n'avez vraiment aucune idée d'où peut être Jules. Ça ne vous inquiète pas. Sûr que si. Mais j'espère vraiment que vous retrouverez, parce que on s'inquiète, il avait disparu pendant des jours, on apprend que finalement il est à l'asile, il est plus à l'asile. Vous savez, je rentre souvent en conflit avec lui. On n'a pas vraiment la même façon de voir le monde. Mais cela m'empêche pas de le considérer comme un frère. Je ne vous parle pas en tant que commissaire, mais en tant que son ami. Je n'ai vraiment pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Oui, nous non plus, je vous rassure. Je n'arrête pas de me dire qu'avec tous ses rêves de justicier, d'enquêteur, un jour ce soit le travail de trop et qu'il ne lui arrive malheur. Vous restez souvent avec lui, vous êtes ses associés, mais... Je sais pas, vous ne pourriez pas lui parler? Lui dire de se calmer, de remettre les choses à plus tard, de se poser? Même si votre cabinet prend des vacances, le monde s'arrêtera pas de tourner. Ah oui, je pourrais essayer, mais bon, comme je vous dis, il nous fait vivre aussi un peu, voilà, ça met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, moi aussi. Mais vous vous rendez compte, enfin vous voyez bien qu'il ne va pas bien en ce moment. Enfin, il a tiré dans la ville. J'avoue, vous avez probablement raison. J'ai juste peur pour un vieil ami. Il m'a sauvé un jour et j'aimerais lui rendre l'appareil. Je comprends, si jamais je le revois avant vous, je lui transmettrai vos inquiétudes. Si je me rappelle bien, il a toujours rêvé de visiter le sud de la France. Payez-lui des vacances, ça lui fera plaisir et ça lui fera du bien. Quand Georges aura pris le travail, qu'il retournera à Marseille, il l'emmènera à Marseille. Vous installez Georges dans la voiture.
alors que celui-ci s'est endormi. Elisabeth, quant à toi, dans le bureau du directeur, tu fais une véritable esclandre. Tu critiques le système mis en place, le fait que l'on ne t'ait pas averti pour Jules, tu pointes chaque défaut que tu as pu voir dans l'asile, et tu finis par demander le dossier de ton ami. Tu ne veux pas que son nom soit inscrit ici, alors que légalement il n'a jamais été accepté. Tu as bien fatigué le directeur, et il accepte finalement que tu récupères ce dossier. La même aide-soignante t'accompagne jusqu'à l'endroit où sont rangés tous les documents des patients. Tu trouves celui de Jules, et en cherchant un peu, tu trouves aussi celui de Léo. Mais alors que tu as celui de ton chef dans les mains, l'aide-soignante claque violemment le casier, manquant de peu tes doigts. Tu as juste eu le temps de voir que Léo était venu de son propre chef pour des problèmes d'alcool, et que sa passion, la peinture, l'aidait selon lui à peindre de nouvelles nuances sur notre monde. Toute fière d'elle de t'avoir embêté, l'aide-soignante te raccompagne jusqu'à l'entrée, et tu es donc obligé de partir, pestant encore un peu contre cet employé. Tu marches un peu jusqu'à voir Reynald et sa voiture, mais le commissaire est avec lui. Cette fois, je lui fais un sourire un peu plus compatissant au commissaire, qui m'a l'air vraiment au final un peu au bout de sa vie. Maintenant que Georges est installé, vous entrez dans la voiture. Reynald, tu la démarres, mais le commissaire tape à la fenêtre pour vous parler. Je sais que je peux paraître un peu dur parfois, mais vraiment, c'est pour votre bien. Faites attention à vous. Vous savez, dans ma jeunesse, je partageais aussi son rêve. Outrepasser la loi, servir les justes causes. Mais contrairement à Jules, j'ai appris que se faire justice soi-même, prétendre être juste même dans l'illégalité, n'est en rien faire quelque chose de bien. Juste servir des intérêts différents. Enfin bref, je vais pas vous ennuyer avec ma philosophie. Prenez soin de vous et je vous tiens au courant lorsqu'on a du nouveau. Merci, commissaire. Prenez soin de vous également et perdez pas espoir. On espère retrouver Jules rapidement. Martha, la pression monte. Tu as un vrombissement incessant dans tes oreilles à cause de ce coup de feu. Tu essaies toujours de récupérer l'arme de ton assaillant, qui arrive de plus en plus à te repousser. Jules est toujours au sol à 5 mètres de toi, l'épaule en sang. J'essaie de le déstabiliser pour qu'il tombe au sol et je crie lâche ton arme. Tu forces sur tes jambes, mais alors que tu pensais le faire reculer, tu sens une énorme douleur. Il vient de te donner un grand coup de pied dans le ventre. Tu es projeté en arrière dans les caisses d'explosifs. Ta vision est trouble. Tu devines le bras qui tient le pistolet qui se lève dans ta direction. Je fonce dessus, j'essaie de l'attraper, de le faire tomber, je veux l'empêcher de tirer. Tes jambes sont lourdes, mais l'adrénaline te donne de la force et tu te lances sur lui. Tu attrapes l'homme, mais il se débat avec acharnement. Vous roulez au sol en vous donnant des coups au hasard. J'essaie de faire abstraction des coups qu'il me donne et j'essaie vraiment de lui arracher l'arme des mains. Tu le maintiens par terre, le frappes dès que tu peux avec tes genoux, ton coude, ta tête, mais il se défend sauvagement. Martha, tu es tétanisée. Devant toi, ces 2 corps enchevêtrés se rouent de coups. Tu ne perçois même pas qui est qui. De temps en temps, tu peux voir le reflet de l'arme qui te fiche sur place. Jules, tu arrives à mettre la main sur le métal froid de l'arme, mais la poigne de ton adversaire est vraiment très forte. Tu redoubles d'efforts pour lui faire lâcher prise. Vous avez chacun une main posée sur la crosse de l'arme, et tu sens que tu prends le dessus. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.